Merci infiniment à Carlos Stroessmann pour cette invitation à échanger avec vous. Merci infiniment également, Carlos, pour ta traduction de mon livre sur les douleurs et pour tes autres traductions de mes livres. Merci infiniment également aux éditions Topia et particulièrement à Alejandro Weiner pour leur fidélité à mon égard. Et merci à toutes et à tous de m'écouter. Carlos m'a posé un certain nombre de questions, je vais essayer d'y répondre. Je vais lire un texte parce que c'est très difficile évidemment de parler tout seul devant son écran. Je ne vois pas vos visages, je ne vois pas vos réactions à mes propos, je n'ai pas accès à votre présence et vous non plus d'ailleurs à la mienne. C'est plus facile en ce sens donc de me replier derrière un texte écrit. Tout d'abord, je vais commencer par rappeler évidemment que la douleur, ce n'est pas un organisme, mais c'est un homme ou une femme, c'est une personne. La douleur n'a pas d'existence biologique hors du sujet qui l'éprouve. Toute douleur ressentie a une dimension morale. Elle affecte la vie quotidienne. Elle n'est pas cantonnée à un organe ou à une fonction, elle est aussi toujours morale. La douleur de la dent cariée ou de la migraine contamine la totalité du rapport au monde. Elle ne se contente pas d'altérer la relation familière au corps. Toute douleur implique donc une souffrance, c'est-à-dire une résonance morale. Le mal de dent n'est pas dans la dent, il est dans la vie. Il affecte toutes les activités du sujet, même celles qu'il affectionne. On distingue traditionnellement la douleur, qui serait une atteinte du corps, de la chair, et la souffrance, qui serait une atteinte de la psyché. Cette distinction commode est ambiguë en ce qu'elle oppose sans ciller le corps et l'âme, le corps et la psyché, comme deux réalités distinctes, divisant ainsi l'individu en une sorte de collage surréaliste. Selon d'ailleurs une vieille tradition métaphysique de nos sociétés. Mais la douleur n'écrase pas le corps, elle écrase l'individu, elle brise l'écoulement tranquille de sa vie. La douleur, en d'autres termes, est toujours vécue comme une souffrance. Elle est toujours une agression plus ou moins acérée à supporter. Et je dirais que la souffrance, c'est ce que l'individu fait de ce que la médecine appelle la douleur. La souffrance nomme cet élargissement d'une atteinte réelle ou symbolique, peu importe, du corps à l'ensemble de l'existence. Elle incarne le degré de pénibilité de la douleur. La souffrance est le degré de pénibilité d'une douleur, ou plutôt de ce que la médecine nomme une douleur. Elle est sa mesure subjective. Elle est en proportion du sentiment de violence subi. Elle peut être infime, même si elle fait mal, ou terrible. Elle peut détruire complètement la vie, comme je le montre dans un certain nombre d'exemples de mon livre. Ce qui est intolérable dans la douleur, ce n'est pas la douleur, mais c'est la souffrance, c'est-à-dire le degré de violation qu'elle implique. S'agissant du patient, ce qu'il ressent, c'est la souffrance. Pour le médecin qui la voit à distance, à travers des données cliniques ou des examens médicaux ou des imageries médicales, c'est une douleur. En d'autres termes, souffrance, c'est le vocabulaire du patient, douleur, c'est le vocabulaire du médecin. C'est toujours le contexte de sens qui module le sentiment de souffrance. La douleur n'est jamais la simple traduction dans la conscience d'une effraction organique. Elle mêle toujours le corps et le sens. Elle est une somatisation et en même temps une sémantisation. Elle est une mise en corps du sens. Soma en grec, cela signifie le corps. Séma en grec, cela signifie le sens.
J'utilise ce terme pour éviter le dualisme qu'on nomme psychosomatique. Psycho, un tiré, somatique. Pour moi, c'est une formulation dualiste. Et donc, je l'avais abordé dans mon livre Anthropologie du corps. Pour moi, il faut plutôt parler de somatisation, sémantisation. C'est-à-dire que notre sens traduit, notre corps traduit du sens. Parfois, souvent même, dans la maladie ou dans les affections qui nous traversent. La douleur, en d'autres termes, n'est pas seulement une série de mécanismes neurophysiologiques, elle touche une personne singulière, insérée dans une trame sociale, culturelle, relationnelle, dans un contexte précis. C'est un homme ou une femme, c'est un enfant ou une personne âgée, marqué par une histoire personnelle. Ce n'est donc jamais un organisme, mais toujours un sujet. Et c'est d'ailleurs évidemment pour cette raison qu'il peut exister une anthropologie de la douleur, mais là je n'ai évidemment pas le temps de le développer, je l'avais fait dans mon livre Anthropologie de la douleur qui est paru il y a quelques années. Parler de contexte de sens, cela veut dire que le ressenti, le sentiment de la souffrance va être plus ou moins grand, plus ou moins intense selon les circonstances. Je n'ai pas évidemment le temps de développer, mais je dirais que la douleur subie, c'est évidemment le pire de la souffrance. La douleur subie, c'est la douleur qui nous échoit quand on est malade, par exemple, quand on a été victime d'un accident, ou encore pire, évidemment, dans le contexte de la torture. Là, évidemment, il y a un flamboiement de souffrance, quelque chose d'absolument terrible, mais en même temps, vous le savez, ce n'est pas une souffrance qui est totalement inaccessible à ce que j'aime bien appeler des techniques de sens, c'est-à-dire par exemple l'hypnose, par exemple la relaxation, la méditation, etc. Douleur subie, c'est le pire de la souffrance. Mais la douleur choisie, nous la vivons tous, nous la connaissons tous et nous l'acceptons. C'est la douleur, par exemple, du sport, du marathon, c'est la douleur du body art, c'est la douleur du tatouage, du piercing, c'est la douleur de l'alpinisme, enfin de toute une série d'activités physiques ou sportives que généralement nous apprécions beaucoup. Il y a aussi ce paradoxe de la douleur, d'une douleur, entre guillemets, choisie, pour lutter contre une souffrance de vie. Je parle évidemment des scarifications de nos adolescentes qui sont innombrables aujourd'hui à travers le monde. Et dans ce recours, il s'agit de se faire mal, mais pour avoir moins mal. Alors je pourrais évidemment développer plus longtemps, mais le temps manque trop. Et puis évidemment, pour terminer quand même sur ce parcours très rapide, je voudrais vous rappeler que le masochisme, en tant que pratique sexuelle, en tant que pratique érotique, est une forme d'érotisation de la douleur. C'est-à-dire que des hommes, beaucoup moins des femmes, mais en tous les cas beaucoup d'hommes, ne vont éprouver d'orgasme, je souligne orgasme, uniquement dans un contexte où ils sont scarifiés, où ils sont battus, où on les outrage, on les humilie, etc. Là, on a un exemple formidable d'une érotisation de la douleur qui vous montre combien justement dans la douleur, il y a toujours une dimension de sens qui va potentialiser le ressenti que nous en avons. Carlos m'a demandé de m'expliquer sur la notion de liminalité. La liminalité, finalement, c'est le désarroi social face à certaines personnes quand on ne dispose plus tout à fait des modes d'emploi pour se comporter à son égard. Mais je vais être plus précis dans mon propos en étant plus attentif à mon texte. La liminalité est donc une situation de porte-à-faux social qui plonge l'individu dans le non-lieu, dans l'entre-deux. Par exemple, dans une situation de handicap, de maladie grave, d'approche de la mort, ou encore dans la douleur chronique. Elle arrache à tous les repères. La personne n'est plus celle qu'elle était avant qu'elle ne le frappe,
avant que cette catastrophe ne le frappe, elle n'est plus non plus celle qu'elle sera quand elle aura retrouvé peut-être le contrôle de son existence, son autonomie. Et la douleur chronique est l'une de ces expériences qui arrachent, pour une durée plus ou moins longue, l'individu à son univers accoutumé. La douleur aiguë pose beaucoup moins de problèmes, hein. La douleur aiguë traduit par exemple une lésion tissulaire, une inflammation. Elle a une fonction d'alarme pour la sauvegarde de soi, même si elle contraint provisoirement l'individu à une vie limitée. Elle est en général assez facile à traiter. Elle répond aux antalgiques ou ce que j'ai appelé tout à l'heure les techniques de soins. Les techniques de sens également, mais encore plus facilement. Mais je voulais plutôt parler là tout de suite d'une facilité de la réponse de la douleur aiguë aux techniques de soins, qui peuvent être d'ailleurs des massages, des techniques de sophrologie, de kinésithérapie, de tai chi, etc., etc. Bon, Carlos est infiniment mieux placé que moi pour parler de toutes ces techniques, hein. Si la personne ne sollicite pas le médecin généraliste, son soulagement ou sa prise en charge relève souvent d'ailleurs de l'automédication à travers des antalgiques communs, à travers un repos ou simplement des soins momentanés. Mais en revanche, les ressources sociales, les ressources culturelles sont défaillantes au regard de la douleur qui s'incruste et qui devient chronique. Interminable, elle déroute les attentes et les codes sociaux, elle provoque la gêne de l'entourage ou des autres interlocuteurs. Il n'existe alors plus de mode d'emploi pour se situer face aux autres avec une légitimité incontestable. La personne est en situation de liminalité. Elle est en porte-à-faux avec son existence coutumière, et l'individu entre donc dans une situation de marge, sans disposer de passerelle pour rejoindre les autres en toute évidence. La douleur chronique est toujours plus ou moins une promesse de désordre, pour l'individu et pour le tissu social où il vit. Elle amène à une échappée hors des codes qui prennent en compte les complexités et les ambivalences du lien social pour leur donner un cadre. Rupture des systèmes d'attente de l'existence courante qui non seulement arrache l'individu aux rôles attendus, mais le rend également insaisissable, imprévisible, dangereux, car tous ces comportements brouillent les relations que nous avions avec lui avant que la douleur ne s'incruste. Les personnes qui le fréquentent ne savent plus très bien comment l'appréhender. Elles sont démunies, car les codes de civilité en vigueur glissent sur lui sans plus avoir aucune prise. Le groupe et l'individu ne disposent plus de modèles de comportement pour s'ajuster à lui. La douleur chronique est donc une affection non seulement organique, mais aussi sociale, car elle retentit avec force sur le réseau de relations avec les autres. L'individu en proie à la douleur chronique souffre, mais il est aussi en souffrance. En tous les cas, c'est une expression française, je ne sais pas si elle peut être traduite en espagnol. Elle est en souffrance, comme on dit d'une lettre qui n'a jamais atteint son destinataire. L'individu est donc en suspension, en attente, provisoirement, sans destination. On ne sait plus trop quoi faire de lui. Il n'est plus ni ici ni ailleurs, il n'est plus ni chair ni poisson, il est marqué d'altérité, imprévisible, il n'est ni tout à fait malade ni tout à fait en bonne santé, ni soi-même ni tout à fait un autre, et en plus il est en marge de son existence ancienne. Il n'entre donc plus dans les classifications traditionnelles qui caractérise le lien social ordinaire. Et c'est cela qu'on appelle en anthropologie la liminalité, c'est-à-dire devenir insaisissable pour les modes communs de compréhension et d'action dans la vie quotidienne. On ne sait plus comment définir la personne, comment la saisir, elle n'est plus la personne qu'elle était, ni celle qu'elle sera le jour où elle sera soulagée de ses maux. Elle est encore dans les limbes, coupée donc de ses anciens attributs. La personne ne se reconnaît plus.
Elle vous dira par exemple, je ne suis plus la personne que j'étais. Mais en même temps, elle ignore encore ce qu'elle est devenue, puisqu'elle se perçoit surtout en termes de manque, en termes de mutilation. Phase ambiguë, donc, où les repères de sens se distendent. Le corps douloureux chronique est un corps transgressif qui met à mal les défenses du valide, qui supporte mal de se confronter à un miroir brisé, une image impossible de lui-même, intolérable. La difficulté à se mettre un instant à sa place est d'autant plus entravée que la douleur des autres est presque toujours sous-évaluée. L'immersion dans la souffrance traduit une expérience de la solitude, d'un exil hors de la vie familière, tout en ne l'ayant évidemment jamais tout à fait quitté, mais avec le sentiment de l'avoir derrière une vitre. La faculté d'intervenir sur le cours des choses s'amenuise. La douleur désapprend les choses élémentaires de la vie personnelle en les rendant malaisées à exécuter. Toute l'évidence de vivre est perdue. Chaque jour, chaque jour est un effort à accomplir avec à son horizon une multitude de gestes pénibles. L'individu est donc astreint à une autre existence, à réapprendre une vie qui lui échappe et avec laquelle il élabore d'innombrables compromis, invente des stratagèmes pour continuer à exister, mais en évitant les activités ou les gestes qui induisent la souffrance. La douleur coupe de l'environnement et décroche des manières d'être ensemble. La personne douloureuse chronique bénéficie de toutes les attentions, mais sans plus apporter sa pierre à la vie commune. Elle est dépouillée des repères, pardon, elle est dépouillée des repères qui la rendaient intelligible aux autres. Elle devient tout autant étrangère à soi-même. Carlos m'a aussi demandé de dire quelques mots autour de l'efficacité symbolique. La qualité de présence, la parole, exercent une influence sur le corps car elles sont constituées de la même matière de sens. L'entretien avec le médecin, par exemple, n'est pas seulement un recueil de données pour l'établissement du diagnostic et de la prise en charge. Il est déjà une orientation, un dispositif d'influence qui transparaît à son insu dans ses paroles et ses gestes, dans le ton de sa voix, dans les mimiques de son visage, et particulièrement évidemment de ce qu'il va dire textuellement. Qu'il le veuille ou non, pour le meilleur ou pour le pire, un sous-texte double ce qu'il énonce et qui n'échappe pas à la sensibilité exacerbée du patient. L'efficacité symbolique d'une parole, d'une présence, d'un accompagnement, d'un traitement ou d'une manière de donner un médicament ou un soin atteste, atteste bien que l'individu en souffrance n'est jamais un organisme, mais toujours une personne en attente d'une réponse avec toute l'épaisseur de son existence. Dans les soins, donc, la qualité de relation potentialise ou entrave leur efficacité dans un jeu de sens que la médecine appelle non sans mépris effet placebo, mais que l'anthropologie nomme avec force, avec une grande puissance, l'efficacité symbolique, c'est-à-dire l'efficacité du sens. Et là, en l'occurrence, l'efficacité de la relation, de la qualité de relation avec l'autre. Carlos m'a aussi demandé de vous dire quelques mots autour d'une médecine de la douleur et de la manière dont le patient va réagir aux différents traitements dont il est l'objet. Le problème, évidemment, souvent de la médecine, c'est la traque de l'organicité, la recherche policière, en quelque sorte, de la preuve. La traque de l'organicité par le médecin, au détriment de la relation au patient, risque de le rendre insensible à la souffrance de ce dernier et de lui donner le sentiment qu'elle déborde de sa compétence. Par exemple, je peux vous citer Anne qui a 48 ans et qui me dit sa lassitude. Pour les médecins, ce genre de symptômes, ça vient de la tête, ce n'est pas réel,
alors je n'en parle plus, ou presque plus. J'ai eu des traitements, une chimiothérapie qui a tout aggravé, tout amplifié. J'en ai marre, alors les médecins, j'abandonne. Fin de la citation. La dissociation du corps et de la psyché, que je dénonçais tout à l'heure, et l'intérêt porté uniquement sur l'organisme, au détriment de l'épaisseur du sujet, aboutit à la méconnaissance de la plainte. Le patient est même parfois blâmé pour son insuffisance en matière d'organicité et sommé de revenir enfin à la consultation avec une lésion bien réelle, entre guillemets. La douleur nommée par défaut psychogène, parce qu'elle échappe au paradigme biomédical, n'en est pas moins une souffrance émanant du corps, même si son point d'origine est dilué dans une histoire de vie. Elle rappelle que la condition humaine se déroule sur une scène éloignée de l'individu rationnel, utilitariste, voué à l'élargissement permanent du bonheur, sous l'égide d'une conscience tout droit échappée au cogito cartésien. Et là, évidemment, vous avez la force colossale de la psychanalyse qui nous rappelle finalement que le moi n'est pas le sujet, il y a en nous infiniment plus de choses que la conscience que nous avons de nous-mêmes et notre prétendue recherche permanente du bonheur. On peut aussi choisir paradoxalement de se faire mal pour pouvoir continuer à exister. La douleur donc force à intégrer des modes divers de compréhension, à ne pas occulter l'ambivalence et le tremblement de sens de la relation au monde, et c'est là la force de la psychanalyse. Et dans le ressenti de la souffrance, beaucoup de données s'enchevêtrent. Le corps penche parfois à l'insu de l'individu ou en cédant à des logiques de l'inconscient qui mettent la vie ordinaire en porte-à-faux, mais non sans raison. Le corps est toujours aussi une cristallisation de sens, mais il parle une langue qui ne répond pas au code familier. Il faut décrypter les significations qu'il renvoie, et parfois cette tâche exige une longue patience. Il y a une issue à la douleur, ou plutôt à la souffrance, si on veut parler vraiment de la dimension concrète de ce que la médecine nomme la douleur. Il y a donc une issue quand le patient et les thérapeutes s'accordent mutuellement à essayer de comprendre. Mais il est nécessaire que dans nombre de cas, le médecin cesse de regarder les données de l'imagerie ou des examens et qu'il considère le visage de son patient en écoutant son témoignage. Il importe aussi que le patient se détache de ce qu'il imagine être son devoir d'organicité. Cette obstination à chercher l'origine de son mal uniquement dans quelques fragments de son corps, mais qu'il pense aussi que la souffrance est quelque part entre son corps et son pardon. La souffrance est entre son corps et son existence. Et c'est là, évidemment, où la psychanalyse, où la psychothérapie peut jouer un rôle absolument considérable d'accompagnement et d'élucidation des troubles de la personne. Le médecin ou le soignant doit également se défaire de ses valeurs, de ses allants de soi, des stéréotypes culturels, afin de s'approcher au plus près de la plainte et de la singularité du sujet en souffrance. Il n'est pas en surplomb, même s'il occupe une position techniquement majeure pour la qualité des soins et de l'accompagnement. Le médecin ou le soignant doit développer une attention à toute la personne du patient, non seulement à sa parole et à ses demandes, mais aussi à la manière de les formuler, à sa voix, à la tonalité de son visage et de son corps, afin d'y saisir des inquiétudes qui ne sont pas toujours dites. Aucun rapport à la vérité entre guillemets d'un symptôme n'est en jeu dans ce contexte où seul importe une adéquation entre le dispositif de soins et le soulagement du patient, c'est-à-dire une dimension alchimique du sens qui n'est souvent pas généralisable. Le sujet est en quête d'une reconnaissance et d'une signification à ses symptômes. Dans la confrontation au thérapeute,
Il échappe à la solitude du symptôme pour retrouver le lien, c'est-à-dire le symbolique. Le récit du traumatisme qui surgit de manière inattendue du fait que le médecin a posé une question inhabituelle ou a laissé sa place au silence ouvre une brèche dans la crispation de souffrance que la chair retenait. Il autorise enfin pour la première fois une distance réflexive grâce à l'écoute du médecin qui soutient la quête intérieure du patient. Le symptôme douloureux cristallise une multitude de données liées au contexte de son apparition, à l'histoire de vie du patient, à son terrain organique, au processus biologique qui se joue en lui. Il traduit une trame doologique qui s'enchevêtre à un moment donné pour induire une maîtrise de douleur. Ce tissu conjonctif de sens et de corps est impensable, informulable, sinon évidemment il se dirait directement par le langage oral, mais ici, à travers la douleur chronique, il emprunte des voies plus tortueuses aux yeux du patient et du médecin, qui échouent souvent à pénétrer au cœur de cette matrice qui alimente la souffrance. L'enchevêtrement du psychique et du biologique dans la douleur est indécidable. Il existe rarement une causalité linéaire entre une souffrance personnelle et une pathologie affectant le corps. La douleur appelle donc une clinique attentive, centrée sur les détails de l'histoire de vie et sur une recherche autour de la plainte et d'une organicité qui prennent en compte un corps d'espèce, sans doute, mais un corps qui n'appartient strictement qu'au patient, dans son extrême singularité. Non seulement un corps d'enfance, mais aussi un corps d'avenir. En fait, d'une certaine manière, il faudrait une théorie de la douleur, une théorie de sa douleur propre pour chaque patient. Mais c'est ça justement, à mes yeux, ce qui caractérise une clinique de la douleur ou une psychanalyse avec un patient, une patiente douloureuse chronique. D'où la nécessité pour les équipes soignantes d'une interrogation sensible au propos du patient, à propos de la reconnaissance de sa plainte, d'une recherche autour de son histoire et notamment une élucidation des circonstances qui ont donné naissance à sa douleur. Une telle approche, centrée sur la personne et non plus seulement sur l'organisme, impose aussi de plonger dans la dimension de sens que revêt pour lui son épreuve. Elle appelle une clinique multidisciplinaire, où de mon point de vue la psychanalyse et la psychologie plus large ont absolument leur mot à dire dans ces centres antidouleurs qui sont souvent pluridisciplinaires pour entendre la singularité de la parole d'un patient. Et je rappelle quand même ce qui est troublant dans la douleur chronique, dans la fibromyalgie par exemple, mais dans beaucoup d'autres cas de douleur, c'est qu'on trouve très très souvent en amont, dans les histoires de vie, dans l'enfance, parfois dans l'adolescence, des abus sexuels, des viols, des incestes. Et ça, évidemment, la médecine, si elle est figée, si elle est hypnotisée par l'organique, jamais elle n'y aura accès. Et c'est là où elle a besoin justement du recours à des professionnels de la parole, de l'écoute de la parole, qu'incarne la psychanalyse ou la psychologie de manière plus générale. Dans la douleur chronique, peut-être une approche symptomatique est-elle nécessaire dans la mesure où l'impact de la douleur abîme profondément le sentiment de soi et l'attachement à la vie, mais elle n'est pas suffisante si elle n'intervient pas en amont sur l'enchevêtrement des causes, entre guillemets, évidemment, qui cristallisent la douleur et alimentent les souffrances. Une telle approche exige du temps, de la patience, de l'inventivité. Il importe de suggérer aux patients également des moyens personnels de résistance. Il ne doit absolument pas rester subordonné au médecin, il doit chercher par lui-même ses propres solutions.
J'en parle évidemment dans mon livre, mais là le temps me manque pour entrer davantage dans les détails. Toujours de toute façon, quand nous sommes malades, quand nous sommes affectés d'une douleur, nous devons rester les acteurs de nos vies et jamais les sujets passifs de la médecine. Le médecin ou le psychothérapeute chemine donc aux côtés du patient douloureux chronique en le prenant comme le premier interlocuteur de ce qu'il éprouve. Il ne s'agit jamais de parler pour lui, mais de cheminer avec lui. Mais le patient donc reste toujours de lui-même un bricoleur des traitements ou des astuces pour tenir bon devant l'épreuve. Et pour moi, évidemment, la douleur chronique, c'est l'un des facteurs essentiels du recours à de multiples médecines. Quand un patient est douloureux chronique, il va souvent voir un homéopathe, un acupuncteur, un guérisseur, etc. Mais c'est important également que chaque personne douloureuse chronique cherche ses propres solutions et parfois trouvera évidemment une réponse, un soulagement à ses maux. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Je pense que ce n'est pas facile d'écouter quelqu'un qui parle à distance. C'était aussi pas très facile pour moi de vous parler de loin. Mais je vous remercie en tous les cas de votre attention, de votre indulgence aussi. Et puis je vous souhaite un bon travail et toute mon amitié. Et j'espère à bientôt peut-être à Buenos Aires, en Argentine. À bientôt. Au revoir.